commencer. Bien. Bonjour, bonne année à tous. Merci d'être venus si nombreux. J'espère que les effectifs ne fondront pas trop à l'expérience de ce que je vais raconter cette année. Donc, cette année, nous abordons un thème nouveau qui peut-être va aussi nous emmener sur une partie de l'année prochaine, parce que je m'aperçois au fur et à mesure que je prépare les séances que le thème est plus riche qu'on pourrait penser, et puis que surtout, des nouveaux documents, aussi bien textuels que iconographiques, apparaissent régulièrement. Donc il faut courir après les publications. Voilà, donc il s'agit des littératures perdues d'Asie centrale, sauvées par les arts figurés. Certains sujets ne seront pas complètement nouveaux pour vous, car un certain nombre d'objets, c'est-à-dire des plats d'argent par exemple, ont été discutés dans les cours il y a 3 ans et 2 ans, mais je suis amené à y revenir parce que là aussi, en fait, la situation a bougé très vite. Bien, alors, en préambule, il faut énoncer un paradoxe. L'Asie centrale a été, à toutes ces époques, une terre de haute culture, ce dont témoignent abondamment les arts plastiques, en tout premier lieu, la peinture. On en a vu beaucoup dans les cours les années précédentes. D'autre part, on a énormément écrit en Asie centrale, à toutes les époques et dans plusieurs langues simultanément. Mais pourtant, il faut bien constater que ce que nous appelons la littérature de belles-lettres, c'est-à-dire la littérature narrative, la littérature poétique, la littérature philosophique, si on veut, on dira spéculative ou théologique, tout ça est très très peu représenté dans ce qui nous est parvenu par écrit. Mais, comme on va voir, beaucoup nous est parvenu sous forme plastique. Alors, bon, ce constat, dans une moins certaine mesure, c'est aussi le constat qu'on peut faire pour la littérature de l'Iran sassanide, le 3e, 7e siècle. Mais au moins, pour l'Iran sassanide, la littérature théologique a survécu. La littérature zoroastrienne a survécu, c'est même l'essentiel de la littérature qu'on a pour l'Iran sassanide. Et pour la littérature profane, on sait que des pans entiers sont passés dans la littérature arabe et dans la littérature persane. Ce qui d'ailleurs explique leur disparition, parce que à partir du moment où ces récits, ces sujets étaient mis par écrit dans l'écriture arabe, on arrêtait de les copier dans l'ancienne écriture pélévi, qui était beaucoup plus difficile. Alors, le noyau des 1001 nuits, par exemple, ne s'explique que si on postule des antécédents en langue pélévi, que nous n'avons plus. Mais on devine qu'il y a ça au départ. Alors, pour l'Asie centrale, un tel phénomène de transfert à la littérature musulmane a bien existé, mais moindre. Il ne se saisit que très partiellement. Alors, je vais commencer par des citations. Le grand savant germano-britannique Walter Bruno Henning, mort en 1975, qui avait consacré une grande partie de son œuvre à la langue et à la littérature sogdienne, écrivait en 1945 « On ne sait presque rien de la poésie sogdienne ». Alors que la peinture sogdienne, c'est ce qu'il y a de plus riche dans toute l'Asie centrale pour toutes les époques. Alors maintenant, si on consulte l'excellent ouvrage de référence relativement récent, paru en 2009, The Literature of Pre-Islamic Iran, édité par Ronald Emmerich et Maria Matsour, alors je le mets en regard avec un autre livre qui est, disons, ma deuxième Bible pour le cours de cette année, et qui fait le pendant, en fait, iconographique
à ce qui est à l'étude des textes qui se trouvent dans le premier volume. Le deuxième volume, c'est le livre fondamental de Boris Marchak, paru en, je crois, 2004-2006, Légendes, histoires, contes et fables dans l'art de la Sogdiane. C'est vraiment les deux monuments fondamentaux qui permettent d'étudier la question. Alors, si on consulte donc le livre The Literature of Pre-Islamic Iran, on voit que pour les littératures d'Asie centrale, on ne parle pas de l'Iran là, deux secteurs font exception par leur masse, mais ils sont l'un et l'autre très spécifiques. Premier secteur, c'est les littératures bouddhiques et chrétiennes en sogdien. C'est une masse de textes, mais il s'agit presque uniquement, enfin principalement, de traductions des textes sacrés connus dans d'autres langues. Et puis, deuxièmement, on a la littérature manichéenne, qui est dans la langue parthe et moins en sogdien. On va reparler de ces langues. Alors, cette littérature manichéenne, elle est certes plus originale. Elle consiste principalement en hymnes et en contes. Mais par son contenu, elle a donné lieu à des jugements extrêmement contrastés. Quand on l'a découverte à partir du début du XXe siècle, c'est-à-dire principalement avec les textes ramenés du Xinjiang par principalement la grande expédition allemande qui a travaillé notamment à Dunhuang, à Turfan, etc. Là, on a eu la révélation de cette littérature et elle a terriblement excité une école d'histoire des religions qui se formait à cette époque, qu'on appelle la Religionsgeschichtliche Schule, école d'histoire des religions, une école, disons, un réseau de savants allemands et scandinaves, voilà, qui étaient en fait issus, qui étaient pour la plupart d'entre eux, au moins par leur formation, des gens issus de la théologie protestante. Et c'était une école extrêmement féconde d'histoire des religions, dont beaucoup de conclusions sont aujourd'hui caduques, mais la redécouverte de la littérature manichéenne les a énormément excités, parce qu'on connaissait la littérature gnostique à la fin de l'Antiquité, en grande partie par des textes en copte, et puis là on avait la littérature manichéenne, et ils se sont persuadés que le manichéisme c'était une forme de la gnose, et que ça donnait accès à une religiosité iranienne, primordiale, des origines, en fait, voilà, dans la religion iranienne, dans sa fraîcheur printanière, avant qu'elle ne se retrouve codifiée par l'Église zoroastrienne. La réaction est arrivée assez vite, et par exemple, je cite un savant allemand qui, avant la dernière guerre, a beaucoup travaillé sur ces textes, Hans Scheder, qui décrit cette littérature manichéenne comme l'aboutissement misérable d'une tradition religieuse locale en déclin. Plus tard, chez nous, on a eu le regretté Xavier Tremblay, dans son livre Pour une histoire de la Sérinde, en 2001, qui parle d'une littérature de second ordre, laquelle n'a rien à voir avec la doctrine. Et puis, en dernier lieu, Werner Zundermann, qui a fait le chapitre sur la littérature manichéenne dans le volume en question, qui revient complètement aux enthousiasmes premiers et qui écrit « C'est la plus impressionnante préservation argumentative et poétique des idées religieuses jadis très répandues du gnosticisme ». Donc, d'une certaine manière, un retour aux enthousiasmes de la Religionsgeschichtliche Schule, en se fondant sur une masse considérable de nouveaux textes édités, notamment par lui. Bon. Alors,
comment le mieux, au milieu de ces jugements complètement contrastés, c'est de se faire une idée sur pièce. Alors on le peut facilement, car ces textes ont été, les principaux de ces textes ont été très bien édités et très bien traduits. Alors, on a les excellents volumes notamment de... Alors, excusez-moi. Voilà, on a les excellents volumes, un volume principalement de Mary Boyce, deux volumes de Mary Boyce, la grande spécialiste iranienne, la grande spécialiste anglaise du zoroastrisme, qui au début, comme élève de Henning, avait travaillé sur les textes manichéens. Mary Boyce était quelqu'un qui écrivait magnifiquement et qui avait un très grand sens poétique. Et en plus, elle a fait une édition qui fait encore autorité des principaux textes poétiques de manichéens en langue iranienne. Et elle a publié 2 volumes qui donnent un accès immédiat à ces textes, et ces volumes sont bilingues. Donc on a le texte iranien, en l'occurrence en langue parthe, en regard. Texte d'ailleurs, enfin oui, c'est pas le texte transcrit vocalisé qu'on peut lire nous facilement, hein. C'est le texte translittéré, c'est-à-dire uniquement les consonnes. Donc il faut un petit effort pour voir les mots iraniens derrière, mais enfin certains ont fait la conversion. Alors je vous plonge tout de suite dans un des textes les plus connus. C'est un hymne en parthe, le Rouya Dagman, qui veut dire, ça veut dire heureux pour nous. Mais en fait, c'est un titre arbitraire, c'est les premiers mots du poème. C'est comme en français, quand un poème n'a pas de nom, on le désigne par les premiers mots. Hein. Heureux qui comme Ulysse, demain dès l'aube, bon là c'est les premiers mots du texte. C'est la lamentation d'une âme qui était récitée en dialogue lors du service funéraire d'un dignitaire de l'église manichéenne. Alors ce texte remonte sans doute en partie à un disciple direct de Mani, Mar Ammo, qui était de langue maternelle parthe et qui a donc été le missionnaire de Mani dans l'Est. Et puis il a été complété ensuite. Le manuscrit qu'on a est du 9e siècle, je crois, même 10e siècle, mais le texte a été mis en forme auparavant. Alors ce sont des textes à la première période qui étaient probablement dialogués. Et cette forme de composition rappelle un type d'écrit en langue syriaque, notamment les odes de Salomon, qui aurait pu bien être le modèle. Alors, je vous lis tout de suite le texte que j'ai retraduit d'après l'anglais de Mary Boyce, mais en me reportant à l'original. Vous allez voir, c'est assez prenant. Hein. Qui me délivrera de tous ces puits et de ces prisons où sont rassemblés les déplaisants désirs? Qui me remontera du flot de la mer crépitante, du champ de bataille où il n'y a nul repos? Donc, il s'agit bien sûr du cycle des renaissances. Et l'âme manichéenne se lamente parce qu'elle demande à être sortie de la prison de ce cycle des renaissances, et les particules de lumière prisonniers dans la matière de notre bas monde demandent à remonter. Tous les systèmes de pensée gnostiques et à la fin de l'Antiquité ont considéré que le monde était le malheur de l'homme. Et c'est seulement très récemment qu'on s'est aperçu que c'est l'homme qui est le malheur du monde. Qui me sauvera des mâchoires de toutes les bêtes qui se détruisent et s'effraient l'une l'autre sans pitié? Qui me mènera au-delà des murs et me fera franchir les fossés, rempli de peur et tremblant devant les démons ravageurs? Qui me conduira au-delà des renaissances et me délivrera d'elles toutes et des vagues où il n'y a nul repos? Je pleure sur mon âme, me disant, puissé-je être délivré de tout cela
et de la terreur des bêtes qui s'entre-dévorent. Les corps des hommes et les oiseaux du ciel, et les poissons de la mer, et les créatures à 4 pieds, et tous les insectes, qui me mènera loin d'eux et me sauvera d'eux tous, m'évitant de me retourner et de tomber dans la perdition de ces enfers, de passer par leur souillure, de retourner dans les renaissances. Qui me sauvera des hauteurs engloutissantes et des abîmes dévorants qui ne sont qu'enfer et détresse. Vous voyez, pour un peu, on dirait du Rimbaud. C'est le bateau ivre. Bon, c'est quand même assez impressionnant. Alors, il se trouve que une image peut être invoquée comme illustration de ce texte. Alors, il se trouve que voilà, ce texte a été finalement copié en Chine, hein, et on a une image dans un des reliefs du sarcophage du Sabao, c'est-à-dire chef communautaire sogdien, Wirkak. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Hein, c'est cet ensemble de reliefs funéraires des marchands sogdiens en Chine qui sont de la fin du VIe siècle. Et vous voyez ici, bon, je passe sur le personnage en haut qui est mystérieux, la 7, mais vous voyez un couple, voilà, l'homme et la femme, qui tendent les mains pour être sauvés d'un océan tourmenté où il y a des monstres. Vous voyez ici. Et voilà, un ici, vous voyez, avec ses dents, un autre ici avec sa trompe d'éléphant, mais c'est probablement un crocodile. Et des 3 anges descendent du ciel pour venir voilà, 1, 2, 3, pour venir les extirper de cet océan. Alors, ça a été interprété, par certains comme, par exemple, Étienne de la Vessière, et je crois, oui, Yutaka Yoshida aussi est du même avis, comme en fait une image manichéenne, qui serait l'illustration du texte qu'on vient de voir, c'est-à-dire l'océan des renaissances, la mer tourmentée, hein, d'où le défunt, l'âme du défunt demande à être sauvée. Bon, c'est pas admis par tous, notamment pas par moi, parce que, en fait, il se trouve que ce thème de l'océan des renaissances peuplé de monstres est d'origine bouddhique. Hein, et que ce thème a été également emprunté par les Zoroastriens de Chine comme image de l'enfer. Sur cette même série des reliefs du sarcophage de Wirkak, on a une scène complètement zoroastrienne où on voit le couple en question des défunts passer au-dessus de la bouche de l'enfer, et en fait l'enfer est représenté comme ça. Voilà, donc c'est pas à coup sûr l'illustration de la vision manichéenne, mais on est dans un même complexe symbolique. Alors, à ces hymnes, et j'aurais pu en citer beaucoup d'autres, je vous renvoie donc à Mary Boyce, je m'aperçois que je n'ai pas donné la référence, je la donnerai la prochaine fois. À ces hymnes s'ajoute l'abondant répertoire des contes manichéens. Alors ces contes, généralement très courts, ont eux aussi un usage édificateur. Ils devaient être également utilisés dans les prêches. Mais cet usage était probablement secondaire. Il y avait d'abord les contes qu'on lisait, et puis certains ont été utilisés à des fins édificatrices dans les sermons. Mais alors là, il faut bien quand même constater, disons, dans la perspective générale de l'histoire littéraire de l'Asie centrale, que tout ça c'est assez marginal. Parce que ces contes, bon, je l'ai dit, les hymnes ont probablement été pour la plupart composés dans l'est de l'Iran et puis transposés plus à l'est. Les contes d'eux-mêmes ont sans doute été composés dans l'est de l'Iran. Et puis, il y a probablement eu une étape en sogdiane, et les dernières additions, sans doute à Tourfan, hein, donc peu de temps avant que les manuscrits que nous avons, qui sont du 9e, 10e siècle. Mais ce sont des répertoires très spécifiques. Hein.
ils sont précieux pour nous, parce que les hymnes ont permis d'élucider les techniques poétiques utilisées dans les langues concernées. Et puis les contes, pour les contes, on voit que des versions parallèles circulaient, se sont transmises à l'Ouest. On en parlera, enfin les contes, c'est passé en Iran, c'est passé après, ça a fini chez La Fontaine en fait. Mais en tant que littérature manichéenne, dans leur utilisation spécifique, ils appartenaient à un milieu qui était quand même un milieu sectaire, marginal. Alors là, on retombe dans le piège du manichéisme, parce que le manichéisme fascine, parce que doctrinalement, il ne me fascine pas du tout d'ailleurs, parce que je trouve que c'est impossible de croire, ne serait-ce qu'à une ligne de ce qui est écrit là-dedans, mais du point de vue théologique, mais du point de vue littéraire, c'est sûr que le manichéisme a été très doué. Hein. Alors, il fascine parce que de toutes les religions iraniennes de l'Antiquité tardive, il est le mieux documenté. C'est là où il y a le plus de textes. Alors, il n'y a qu'à voir le nombre de jeunes chercheurs qui continuent actuellement à éditer des textes, parce qu'on continue à trouver des textes dans les réserves des expéditions allemandes du Xinjiang au début du XXe siècle. Beaucoup de chercheurs actuellement travaillent sur le manichéisme. Mais ça crée un effet de distorsion. Et Zundermann, qui avait contribué plus qu'aucun autre à l'édition de ces textes manichéens conservés à Berlin, écrit quelque part, d'accord, c'est un ghetto spirituel. Voilà, c'est fascinant, mais c'est un ghetto. Alors, donc, le propos du cours de cette année, ce sera de montrer qu'au-delà de ces répertoires très spécifiques, il y a eu une littérature de belles lettres, et une littérature qui était en grande partie non religieuse. Elle a bien existé en Asie centrale, mais on en saisit des bribes. Si on veut la saisir davantage dans sa masse, il faut avoir recours aux arts figurés, parce que c'est eux qui nous ont conservé des textes qui sont par ailleurs perdus, ou qui peut-être n'ont jamais existé sous forme écrite. Il y a certainement eu une grande partie de cette littérature qui était orale. Alors, j'en viens maintenant, donc pendant les prochaines séances, je vais survoler le dossier des principaux textes qui nous sont parvenus, après quoi j'aborderai la question des transpositions dans les arts. Alors, quelles sont les langues concernées? Les langues iraniennes sont passées, comme le français d'ailleurs, sont passées par 3 stades qu'on définit conventionnellement comme l'ancien iranien. C'est ce qui précède l'empire perse achéménide et qui correspond à l'empire perse achéménide. C'est la langue du texte sacré de l'Avesta. Bien. Et également la langue des inscriptions royales achéménides, voilà, Darius, Xerxès, etc. Il y a le stade moyen iranien, c'est-à-dire en gros, ça commence à peu près à l'époque d'Alexandre et ça aboutit à peu près à l'époque de la conquête islamique, quoi qu'il y ait des prolongements. Là, on a plusieurs langues. Et puis, à partir, disons, d'une époque islamique déjà relativement avancée, hein, l'Empire samanide, disons, ça commence au 8e, 9e siècle, il y a la création du persan moderne, qu'on appelle néo-persan. C'est le stade iranien récent, mais qui n'est pas illustré que par le persan. Hein. Il y a à l'est des langues comme le pachtou, par exemple, ou bien à l'ouest des langues comme le kurde ou le baloutche, qui sont des langues du stade néo-iranien. Bien. Alors au stade ancien iranien, on n'a pas de littérature narrative, mais on a quand même des allusions. Les compagnons d'Alexandre ont vu
dans de riches résidences des Perses, mais ça pouvait être aussi donc, dans les satrapies d'Asie centrale, des peintures qui illustraient des récits qu'on peut dire para-avestiques, c'est-à-dire des récits mettant en scène des héros dont les noms figurent dans le texte sacré de l'Avesta et qui vont se retrouver bien plus tard dans le livre des rois de Firdoussi, etc., etc. Alors, on nous parle un certain Carès de Mytilène, c'était le... ces mémoires ne nous sont pas parvenues, mais il y a des citations. C'était le chambellan d'Alexandre. Alors, il est très intéressant parce que, visiblement, il s'est beaucoup intéressé il ne s'est pas intéressé qu'aux batailles, même pas beaucoup. Il s'est intéressé au protocole, il a fait un peu un travail d'ethnographe. Bien. Et il raconte que dans les demeures des Perses, on a des peintures qui représentent les amours de deux héros, Zariadrès et Odatis. Alors, il se trouve qu'ils sont dans l'Avesta, hein, Zairivari et Hudata, et qu'on les retrouve, on les retrouve après dans la littérature ultérieure. Donc, c'est un témoignage malheureusement unique sur le fait qu'il devait y avoir des bardes, des poètes, des gens qui se produisaient dans les cours ou dans les riches demeures et qui avaient un répertoire légendaire. Bien. Alors, maintenant, l'essentiel de ce qui nous est parvenu, c'est au stade moyen iranien. Alors voilà une carte que j'extrais du récent livre d'Étienne de la Vessière, Asie centrale 350-800, ou 300-850, une carte des grands groupes linguistiques, donc de l'Est de l'Iran et de l'Asie centrale. Alors vous voyez tous les deux blocs principaux qui vont fournir l'essentiel du répertoire, disons, voilà, qui fournissent une grande partie des textes qui nous sont parvenus, c'est le bactrien, donc en bactriane, mais je vous dis tout de suite, il n'y a pas grand-chose de littéraire là-dedans, et puis le sogdien, où là, il y a beaucoup. Et la civilisation sogdienne, vous avez déjà eu l'occasion d'en entendre parler ici. Et puis par ailleurs, il y a une langue ici, au sud de la mer d'Aral, le khorasmien. Donc la région s'appelle en russe le Khorezm, mais les écrivains antiques l'appelaient Khorasmia. La Khorasmie. On a des documents écrits, mais c'est de nature juridique, rien de littéraire n'a été transmis. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. Il y avait, Al-Biruni parle d'une chronique des rois du Khorezm, il y avait quelque chose, mais on n'en a rien gardé. Alors, plus au sud, il a marqué ici Pélévi. Alors, ici, donc c'est la région du Khorasan. Hein. En gros, l'est, le nord-est de l'Iran actuel, augmenté, en gros, on va dire, du Turkménistan. Bien. La situation ici est compliquée parce que le Pélévi est un intrus. Avant le Pélévi, il y a le Parthe, qui est l'empire Parthe, qui après s'est étendu à tout l'Iran et a combattu Rome, est né ici. Et la langue, alors, il se trouve que la langue parthe, qui a eu un usage littéraire officiel aussi, puisque les premières inscriptions sassanides sont bilingues, perse, parthe, voire trilingue, donc Pélévi, grec et parthe. Mais cette langue, chez elle, s'est trouvée évincée de l'usage écrit à partir du IVe siècle. Et ce qui est arrivé, c'est le Pélévi, la langue des Sassanides. Probablement, ce processus s'explique en partie par le fait qu'on était dans les marches frontières de l'Empire sassanide et que donc ils ont fait venir beaucoup de garnisons et même de la colonisation. Et c'est ça qui a entraîné l'élimination de la langue parthe. Mais elle n'a pas été complètement éliminée puisqu'elle s'est retrouvée en quelque sorte fossilisée par le fait que les manichéens avaient déjà beaucoup écrit en parthe. Donc j'ai parlé de Maramo,
le missionnaire de Mani au IVe siècle. Et donc, ils ont conservé la langue parthe, qu'ils étaient capables d'utiliser avec beaucoup de pertinence. Visiblement, c'était une langue qui était encore pratiquée chez eux. Puis, vers la fin, on voit que ça dégénère, que c'est de plus en plus contaminé par le persan. Mais cette langue parthe, eh ben, elle s'est retrouvée, elle a eu une deuxième vie en exportation dans les communautés manichéennes qui étaient surtout, à partir du IXe siècle, autour de Turfan, hein, dans l'Empire ouïghour, qui s'est trouvé être, dans toute l'histoire, le seul pouvoir politique qui ait jamais protégé l'Église manichéenne. N'allez surtout pas croire que les cathares du Languedoc étaient des manichéens et qu'ils étaient à ce titre protégés par les comtes de Toulouse. Ça, c'est une légende du patriotisme occitan du XXe siècle. Ça ne correspond à aucune réalité. Alors, on pourrait ajouter à cette carte, déjà assez complexe, deux autres langues. Le Saka, qu'on appelle aussi le Khotanais, qui occupait la partie occidentale de l'actuel Xinjiang. Alors, c'est une langue iranienne. Et puis, plus à l'est, les langues tokhariennes, qu'on appelle aussi koutchéens, autour de la ville de Koutcha. Alors, ce n'est pas des langues iraniennes, enfin, il y a deux langues en fait. Ce n'est pas des langues iraniennes, ce sont des langues indo-européennes, qui s'apparenteraient plus au celtique d'ailleurs et au latin qu'à l'iranien. Alors, il se trouve que dans les deux cas, on a des riches littératures, notamment trouvées par les expéditions du début du XXe siècle, des riches littératures, notamment poétiques, mais par rapport à notre sujet, c'est quand même marginal, enfin, c'est un domaine à part, parce que culturellement, c'est quand même complètement indien, hein, et presque uniquement indien bouddhique. Donc, en réalité, du point de vue linguistique, c'est extrêmement intéressant, mais du point de vue du contenu littéraire, on peut presque dire que ce sont des branches de la littérature indienne. Bien. Alors, sur le parthe, j'ai donc précisé qu'il avait été chassé de chez lui et qu'il s'était retrouvé à l'est, mais il a été chassé, mais il a laissé quand même des traces en Iran, parce que dans la langue pélévi et son héritière, le persan, il y a beaucoup de mots parthes, beaucoup de vocabulaire parthe. Et il se trouve que le parthe devait être une langue très agréable à entendre. Il y a beaucoup de sonorités avec des spirantes, des aspirés, voilà, ça traîne un peu. C'était certainement une langue agréable et, je dirais, les poètes persans s'en sont rendus compte parce qu'ils ont les sonorités, ils ont beaucoup utilisé les sonorités du vocabulaire parthe dans leur poésie et notamment dans les rimes. Donc, voilà, le parthe n'est pas quand même complètement mort, même en Iran. Alors, alors sur le khotanais, j'allais ajouter le Saka khotanais, que la poésie Saka khotanaise est maintenant en train de ressusciter encore davantage, parce que mon infatigable collègue et ami britannique Nicholas Sims-Williams a occupé ses loisirs du Covid à faire quelque chose qui n'était pas en fait, qui sortait un petit peu de son domaine central, qui est le sogdien et le bactrien. Il s'est amusé, comme par ailleurs c'est un très bon musicien, il s'est amusé à redécouvrir la métrique, la prosodie des poèmes khotanais. Et il a fait un livre là-dessus. Il a reconstitué le système des pieds, des rimes, etc. Alors, bien, une fois qu'on a dit tout cela, il ne faut quand même pas oublier que l'une des langues des élites de l'Asie centrale, avant tout ça, ça a quand même été le grec. Hein. Bien. Le grec, langue officielle,
des conquérants gréco-macédoniens. Et ils sont restés assez longtemps, puisque ouais, ça commence avec Alexandre. On a le royaume dit gréco-bactrien qui dure jusque vers moins 130. Ça fait quand même 200 ans après Alexandre. Après, ils se sont recentrés plus à l'est et au sud. Les derniers royaumes grecs ont subsisté au Pendjab, voilà, jusque vers 10 après Jésus-Christ. Donc, longue présence officielle de la langue grecque et langue également portée par des colons. Même après la fin politique de la domination grecque, le grec est resté une des langues officielles. Les derniers témoignages qu'on a, c'est autour de 100 après Jésus-Christ. On est déjà dans l'Empire couchant, mais on a encore des inscriptions, au moins une inscription assez longue en grec, qui est une dédicace sur un chaudron sacré au temple de Tartisanguine. Et d'ailleurs, le grand roi couchant Kanishka a pris la peine de mentionner dans une de ses inscriptions, qui date d'environ 130, l'année de mon avènement, j'abandonnais la langue grecque pour la remplacer par la langue arienne, qui appelle l'arien, c'est le bactrien, langue iranienne. Donc il y a un acte officiel d'abandon du grec comme langue officielle, mais il est certainement resté des communautés, des hellénophones, pendant longtemps, on ne peut pas vraiment dire jusqu'à quand, mais enfin, des milieux commerçants qui pouvaient être en rapport avec l'Ouest, etc. Bien. Alors, vous me direz, oui, d'accord, présence, langue officielle, présence politique, ils émettent des magnifiques monnaies, etc. Mais qu'est-ce que ça nous dit de la créativité locale en langue grecque? Bien, quand même, on a maintenant, on ne peut plus sous-estimer la présence littéraire du grec dans le royaume gréco-bactrien. Depuis les découvertes faites sur le site d'Aïranoum en 1977, dans la trésorerie du palais, où mon ami Claude Rapin a mis au jour, tenez-vous bien, mais vous en avez certainement déjà entendu parler, des décalcomanies de parchemins grecs. Enfin, à gauche, c'est un papyrus, à droite, c'est un parchemin. Ou c'est l'inverse. Non, à droite, c'est un parchemin, à gauche, c'est un papyrus. Le support a disparu, mais l'encre avait imprimé la boue. Et la truelle de Nour Mohammad, notre ouvrier d'élite local qui fouillait, qui dégageait le sol de cette trésorerie du palais, s'est prise dans la césure. Il a retourné la motte de terre et on a tout de suite vu que c'était du grec à l'envers. Ah oui, du grec à l'envers, c'était une décalcomanie. Et donc on a pu sauver la lecture en faisant immédiatement des photos, etc. Alors, il se trouve qu'il a fallu des années pour arriver à l'interprétation. Enfin, on a su dès le premier soir, quand Paul Bernard et Claude Rapin ont commencé à étudier les photos, que le document de droite sur papyrus, c'était un dialogue philosophique grec. Des années après, il a été établi, maintenant de manière à peu près sûre, que c'est un dialogue philosophique d'Aristote, le Périphilosophias, un dialogue qu'on n'a plus, mais dont on sait qu'il avait existé et dont on connaît les thèmes. Et il se trouve que ça vient de là. Donc on lisait Aristote dans le palais d'Aïranoum vers 145 avant Jésus-Christ. Et à gauche, c'est plus incertain, mais il y a quand même de bons indices, c'est un texte qui paraît rimé, qui paraît poétique, théâtral, et d'après certaines particularités, alors là, je n'entre pas dans le détail, mais je fais tout à fait confiance à mes érudits collègues spécialistes d'épigraphie grecque, d'après quelques particularités linguistiques, ce serait du Sophocle. Mais pas une pièce qu'on a.
Alors, donc, on lisait Sophocle, on lisait Aristote. On ne faisait pas que lire Sophocle, on le jouait. Parce que, voilà, donc ça, je m'excuse pour ceux qui suivent le cours depuis quelques années, parce que c'est des documents que j'ai déjà été amené à montrer, mais ils sont tellement importants qu'il faut les montrer à intervalles réguliers. Bon, la même année, enfin disons 2 ans avant que Claude Rapin ne découvre ces documents à la trésorerie, je commençais à fouiller le théâtre d'Aïr-Hanoum. Donc voilà une restitution ici. Et en même temps, on a trouvé en même temps aussi une fontaine avec une gargouille qui est un masque de théâtre grec. C'est un masque comique. Donc, c'est évident, le genre théâtral était accessible aux habitants d'Aïr-Hanoum. Et attention, pas qu'aux Grecs, parce qu'on a calculé la capacité du théâtre. 5 à 6 000 places. C'est pas tellement en dessous de la capacité du théâtre d'Épidore. Il n'y avait pas 5 ou 6 000 Grecs à Aïr-Hanoum. Il y en avait au mieux quelques centaines. Donc, il faut supposer que la population locale, que comprenait-elle? Est-ce qu'il y avait beaucoup de jeux de scène? Probablement. Bon, mais enfin, elle était exposée au théâtre grec. Du coup, ça a amené, dès le début, Paul Bernard à exhumer des citations d'auteurs anciens qu'on n'avait jusqu'à présent pas prises beaucoup au sérieux. Plutarque, dans son traité sur la gloire et la vertu d'Alexandre, écrit « Après Alexandre, les enfants des Iraniens déclamaient les poètes tragiques, le théâtre, et Homère était devenu en Asie une lecture habituelle. » Bon, et Dion Chrysostome, plus tard, écrit « Les Indiens ont traduit les épopées d'Homère. » Bien. Bon, aujourd'hui, on va dire c'est pas loin de la vérité. Alors, pour les poètes tragiques, on a déjà vu. Pour Homère, on a maintenant la preuve qu'on composait, en fait, on a 2 documents qui indiquent que dans les royaumes grecs d'Asie centrale, on composait des textes avec des citations ou des réminiscences homériques. Alors, le plus spectaculaire, c'est celui-là qui est apparu il y a une vingtaine d'années. C'est une inscription qui provient de la ville de Kandahar, au sud de l'Afghanistan. Ça date probablement du IIe siècle avant Jésus-Christ, donc c'est pas sûr qu'elle ait été gravée sous domination grecque. Ça peut être après. Alors, on a contesté que ça venait de Kandahar, mais donc ça c'est l'information fournie par... bon, évidemment, ça ne vient pas de fouilles régulières, c'est l'information fournie par les marchands d'Antiquité, et puis finalement on s'aperçoit que la nature du marbre sur lequel c'est gravé est exactement, semble identique à celle, au moins par son aspect, parce que je ne crois pas qu'on a fait des analyses pétrographiques, à des inscriptions dont on sait qu'elles viennent vraiment de Kandahar. Alors, c'est une inscription funéraire qui est un acrostiche, hein. C'est-à-dire que le premier mot de chaque ligne donne la dédicace. Dia Sophitou Naratu, c'est-à-dire pour Sophitos, fils de Naratos. Et en fait, c'est l'épitaphe funéraire qu'il a composé pour lui-même. Voilà le texte. Alors, je passe là, c'est pas vraiment le centre de mon sujet, mais enfin, bon, c'est disons, ceux qui l'ont édité, en dernier lieu, Georges Rougemont, disent que ça figure de manière, c'est pas un chef-d'œuvre de la poésie grecque, mais enfin, ça figure quand même de manière très très honorable dans le répertoire des inscriptions funéraires. Alors, il s'agit de quelqu'un d'un personnage qui, Sophitos, de la race de Naratos, dont la famille fut jadis illustre, puis a connu des revers de fortune,
il a embrassé la carrière de commerçant et il a amassé une masse d'argent et il est revenu chez lui, il a réédifié la maison familiale et le tombeau de ses ancêtres, etc. Et évidemment, il donne tout cela en exemple à sa descendance. Alors, ce qui est intéressant pour notre sujet, c'est qu'il y a là-dedans des quasi-citations d'Homère. Me rendant dans de nombreuses villes, c'est le premier vers de l'Odyssée. Ulysse qui s'est rendu dans de nombreuses villes. Me voilà revenu dans ma patrie après des années. C'est évidemment l'Odyssée. Et on a également en grec la maison de mes pères qui emploie en fait un terme archaïsant. Mégaron patroion, ça n'est employé pratiquement qu'en poésie homérique. Mégaron pour désigner la maison au lieu de oikos. Donc et d'ailleurs l'auteur, donc ce Sophites, écrit ayant cultivé les talents de l'archer et des muses. L'archer, c'est Apollon. Ça veut dire, quand il écrit ça, il dit « j'ai été éduqué à la poésie grecque ». Il dit lui-même qu'il a été formé à la poésie grecque. Bon. Donc, quand on dit Homère était devenu une lecture habituelle, quand Plutarque dit ça, eh bien c'est vrai, c'était vrai. Alors, on a un deuxième document, beaucoup plus modeste, qui est également une inscription funéraire sur brique, trouvée sur un site près de Bactre. Bon, c'est malheureusement fragmentaire, mais il s'agit quasiment de manière certaine d'une inscription funéraire. Et alors, vous voyez, le vocabulaire est intéressant. Seul sans les autres, lacune, te renforcera. Diogénès, c'est sans doute le nom du mort, qu'il s'en aille de son père vers la demeure d'Hadès. Vers la demeure d'Hadès, ça veut dire qu'il est mort. Bon. Et il se trouve que seul sans les autres, c'est une citation de l'Iliade. C'est Priam, du haut des remparts de Troie, qui exhorte son fils Hector à ne pas combattre Achille. Hector, bon enfant, je t'en prie, n'attends pas cet homme ainsi, seul sans les autres, sinon tu seras bien vite au terme de sa vie. Celui qui a écrit ça, il avait l'Iliade en tête, et assez vraisemblablement, vu l'expression employée, il s'agit de l'épitaphe de quelqu'un qui est mort dans un combat, et qu'on compare à Hector. Alors, toujours, on a de rares images de l'art du Gandhara qui évoquent directement des œuvres grecques. Voilà. Alors ici, c'est une palette à fard en schiste. On mettait le phare ici, qui représente, c'est un épisode tiré de la pièce d'Euripide, Hippolyte. Ça représente la tristesse de Phèdre, qui se lamente, voilà ici sa nourrice, qui se lamente sur son amour impossible envers Hippolyte. Ici, on a la servante qui essaie de rattraper Hippolyte, lequel s'enfuit du palais pour ne pas être tenté de succomber aux avances de Phèdre. Ça illustre la pièce d'Euripide. Et puis, plus connu, ce relief qui, évidemment, montre le cheval de Troie. Le British Museum. Alors, semble-t-il, c'est pas directement le thème du cheval de Troie, parce que la femme ici, à l'entrée d'un monument, d'un bâtiment qui se lamente, semble ne pas être Cassandre. Donc celle qui, comme vous savez, avait prévu les malheurs et leur avait dit de ne pas laisser entrer le cheval. Bien. Ce serait
ce serait une déesse, parce qu'elle a une couronne caractéristique. Donc, on pense que c'est le thème du cheval de Troie qui a dû être intégré à un récit local, bon, que nous n'avons plus, mais qui est illustré ici. Alors, là maintenant, je vais faire un rappel de choses dont on a parlé ici il y a 3 ans et 2 ans. C'est que ce répertoire littéraire grec s'est prolongé très tard, ou plutôt, semble-t-il, qu'il a été renouvelé. Il s'agit du répertoire, ce qu'on appelle les bols bactriens. Donc, c'est une recherche que je mène depuis des années avec Ankadan, et j'en ai parlé à de nombreux cours il y a 3 ans, il y a 2 ans. C'est une série de petits bols en argent qui a été produit bien après la chute de la domination grecque, autour, disons, voilà, ça commencerait au IIIe siècle, au moment où les Sassanides dominent temporairement la Bactriane, et c'est principalement à l'époque des Hephthalites, des Huns. Le problème qu'on a, c'est que les Hephthalites, tels qu'ils sont représentés sur leur monnaie, et tels qu'ils sont décrits dans les textes, ont l'air de tout sauf de raffinés humanistes. Ils ont des figures épouvantables, leur titulature s'affiche complètement nouvelle. Enfin, ils affichent un physique en rupture complète avec les canons esthétiques aussi bien grecs qu'iraniens. Mais à leur époque, voilà, on a toute une série de vases, et on sait que ça date de cette époque-là, de ces époques-là, parce qu'encore une fois, ça s'échelonne, ici c'est sans doute du IIIe siècle, puis on en a jusqu'au VIe siècle. On sait que ça date de cette époque parce que parfois le commanditaire est représenté sur le vase et on voit qu'il a la trogne d'un Nephthalite. Les costumes aussi trouvent des analogies à cette époque, etc. Et ce sont des illustrations extrêmement fidèles de thèmes littéraires grecs, et en premier lieu des thèmes homériques. Alors ça peut s'illustrer par 2 vases. Celui-ci, qui est le bol de la galerie Freer à Washington, que je suis en train de... L'article va paraître, je l'ai réétudié avec Ankadan. C'est le héros Bellérophon, donc, qui montait Pégase, et en fait, ça n'avait pas été vu avant, mais c'est l'illustration, enfin c'est en grande partie l'illustration d'un passage de l'Iliade. C'est-à-dire que c'est le petit-fils de Bellérophon, Glaokos, qui commande le contingent des Lyciens sous les murs de Troie et qui parle de la gloire de son ancêtre, et il raconte sa vie. Et ça vient de là, en grande partie ça vient de ce récit. Donc Bellérophon sur Pégase qui va faire l'ascension du ciel, la lutte contre la chimère, qui est en fait ici une espèce d'ours. Là, vous ne pouvez pas voir parce que c'est à tête en bas, mais on a Bellérophon qui combat des barbares, qui sont exécutés ici, puis il devient riche, il épouse la fille du roi. Alors vous voyez ici, il y a un serviteur qui porte des vases précieux, un autre qui porte un grand plat avec des fruits ou des grappes. Et puis ici, alors là vous voyez assez bien, un vieil aveugle qui est guidé par sa fille. Alors ça nous a piégés parce qu'au début, on a pensé que c'était Oedipe et Antigone. Mais finalement, non, c'est pas Oedipe et Antigone. C'est Bellérophon, à la fin de sa vie, qui, pour être puni de son orgueil par les dieux, pour avoir essayé de monter au ciel sur Pégase, se trouve frappé de cécité et guidé par sa fille, Laodamie, laquelle, comme récompense pour sa piété filiale, va engendrer un fils avec Zeus. Zeus, il est là, c'est l'aigle. Et elle engendre un fils qui s'appelle Sarpédon, voilà. Et donc, tout ça, c'est dans le récit d'Homère et puis dans d'autres récits de commentateurs. Donc, l'histoire était parfaitement connue au IVe siècle en Asie centrale.
avec certaines adaptations locales quand même. La chimère n'est pas représentée comme elle l'est en Grèce. C'est plutôt comme un ours. Les costumes sont locaux, etc. Mais ça reste l'histoire de Bellérophon. Et autre thème qu'on peut dire homérique, alors ça c'est plus tardif, ce serait probablement du VIe siècle. C'est pareil, on est en train de le republier avec Ankadane. Ça n'avait pas été compris. En fait, ce sont deux épisodes de l'Odyssée. Ici, vous avez Ulysse, avec son chapeau de voyageur, dans la grotte de Polyphème, le cyclope. Alors, on ne voit pas, mais normalement, il a un œil au milieu. Et en fait, l'histoire, c'est que Polyphème accueille Ulysse en lui montrant les os de ses compagnons qu'il a mangés. Et là, comme on est en Sogdiane, les os, on les a mis dans un ossuaire, voilà, un ossuaire zoroastrien. Et Ulysse fait boire Polyphème dans un pot de vin qui est la copie du pot sur lequel figure cette image. Et Polyphème va sombrer dans l'ivresse, et du coup, Ulysse va pouvoir, avec la torche allumée dans ce foyer, lui crever son œil unique. Et Polyphème, aveugle, va laisser s'échapper les compagnons d'Ulysse. À gauche, on a Ulysse un peu plus tard. Vous voyez, il a vieilli, il a une barbe. Il est chez Circé, la magicienne. Il s'agit donc de... voilà, c'est Circé, c'est le lit où Circé invite Ulysse. Et elle a transformé les compagnons d'Ulysse en chiens et en pourceaux. Vous les voyez ici. Voilà. Et Ulysse, finalement, va résister au charme de Circé. Donc, ça vient, c'est de la source ultime, c'est l'Odyssée. Alors, on a aussi ce qu'on peut appeler de la littérature péri-homérique, hein, c'est-à-dire des récits sur les héros de l'Iliade et de l'Odyssée, mais qui ne sont pas dans Homère. Les récits sur leur retour, leur vie ultérieure, etc. Alors, on en a un ici particulièrement excitant, que Ankada d'ailleurs a pu aller revoir récemment en Chine. C'est l'Aiguière de Gu Yuan, qui pose encore un petit peu des problèmes, mais enfin, en gros c'est Paris et Hélène. Voilà. Ici, Hélène descend du bateau, ouais, ou monte dans le bateau peut-être. C'est l'arrivée à Troie. Et voilà Paris avec son chapeau de voyageur qui l'accueille. Et pour les scènes ultérieures, on est encore en train d'en débattre. Ça pourrait être Aphrodite qui donne la pomme, qui est écrit ici, à Paris, en remerciement pour avoir décrété qu'elle est la plus belle des déesses. Et Paris, en fait, tiendrait un bouquet de fleurs pour rendre hommage à la beauté de la déesse. Et ici, peut-être, enfin, probablement, Hélène tient un trésor, voilà, une cassette. Ici, c'est à nouveau Paris. Pour une interprétation possible, c'est qu'il s'agit du début de la guerre de Troie, c'est-à-dire que Paris est armé pour aller défendre sa ville, où il va d'ailleurs mourir dans les combats. Il va mourir dans les combats, et Hélène s'intéresse pas tellement à lui, elle s'intéresse davantage à sa dot, qu'elle a en fait volée en s'enfuyant du palais de son mari Ménélas. C'est l'histoire familière
de l'épouse qui quitte son mari en vidant le compte en banque. Bon, bon, alors, c'est possible aussi qu'en fait ce soit l'enlèvement d'Hélène, donc Paris armé et Hélène s'enfuyant avec son trésor, c'est-à-dire sa dot, son douaire, dont elle s'est emparée chez Ménélas. Donc voilà, on est au VIe siècle, ça ressemble, les costumes, c'est tout à fait typique de ce qu'on faisait en Bactriane et en Sogdiane à cette époque, et le thème, le sujet, quelles que soient les petites incertitudes qu'on peut avoir encore, reste parfaitement compris. Il reste à savoir comment ils y avaient accès. Alors, je vais donc m'arrêter là. On va regarder la prochaine fois encore quelques autres sujets périhomériques ou sortis en fait de la tragédie grecque et voir où on en est actuellement dans nos hypothèses qui sont en train d'évoluer sur la manière dont l'Asie centrale a pu recevoir cette nouvelle vague d'accès à la littérature grecque. Je vous remercie.